Alors maintenant, j'accueille avec plaisir Johannes Ziegler, qui est un voisin marseillais. Et je crois que c'est la première fois que tu viens ici à la FF10, donc je voudrais juste rappeler que tu es directeur de l'ILCB, hein, c'est l'Institut du langage, de la communication et du cerveau, et que C'est tu es ça. aussi directeur depuis moins longtemps, je pense, d'un consortium de laboratoires qui s'est réuni autour de toi, finalement, à Marseille, à la faculté Saint-Charles. Merci d'être là. Merci beaucoup, merci Michel. Je suis bien conscient du fait que je suis entre vous et la pause café, donc je vais essayer d'être efficace. Donc c'est un plaisir de vous présenter un protocole de rémédiation qui est vraiment sur la base de ce qui a été dit. Je suis que le porte-parole de ce travail. Donc comment ça avance? Voilà, parfait. C'est un travail que je mène depuis 4 ans avec cette équipe-là et c'est vraiment basé sur la thèse de CIFRE de Karine Ara-Escalazi qui est ici dans la salle et d'autres qui participent sont des orthophonistes, notamment Julie Nautelier et voilà, vous avez toute l'équipe, certains vous connaissez sans doute. Pour le contexte clinique, vous le connaissez mieux que moi. Souvent, l'accès aux soins relève à un parcours de combattant avec un accès quand même assez limité, donc il faut avoir la chance d'avoir un orthophoniste, un diagnostic, et il faut avoir du coup le temps et la disponibilité de sortir l'enfant de l'école pour le mettre chez l'orthophoniste. Pendant ce temps, on va perdre 4 ans. Et souvent, les entraînements chez l'orthophoniste sont quand même peu intenses. C'est limite, dans le meilleur des cas, à une séance par semaine. Il y a peu d'entraînement au domicile. Côté orthophoniste, les orthophonistes se plaignent qu'il y a peu d'outils validés, qu'il manque des cadres méthodologiques dans l'intervention qui les guident. Il y a souvent le sentiment d'inefficacité dans la prise en charge, donc pas assez de progrès des élèves, des enfants dyslexiques. En ce qui concerne le contexte scientifique, et là je peux aller vite parce que ça a été vraiment dit par à la fois Franck et Sylviane, voilà un modèle d'apprentissage de la lecture qu'on a proposé. Et il y a un consensus sur le fait qu'on est face à une pathologie multicomponentielle. Sylviane, vous avez parlé des déficits visuo-attentionnels. Dans ce modèle, évidemment, l'entrée, c'est la reconnaissance de lettres, position des lettres, automatisation. Les déficits attentionnels, visuo-attentionnels vont impacter ce processus. Bien entendu, Franck l'a rappelé, les déficits phonologiques vont impacter la reconnaissance des phonèmes qui sont nécessaires pour la mise en place des correspondances lettres-graphèmes de décodage qui est nécessaire pour rentrer dans le décodage et l'auto-apprentissage, qui est au cœur de ce modèle-là dans toutes les langues alphabétiques. Évidemment, il y a le couplage entre les deux domaines, l'automatisation, donc il faut connaître les lettres, il faut connaître les phonèmes, il faut mettre ensemble, il faut automatiser, c'est le décodage et l'automatisation qui permet après, via l'auto-apprentissage, à acquérir des représentations orthographiques. Donc vous avez les 3 déficits qui sont bien établis dans énormément de recherches et nous avons montré dans les simulations des grosses cohortes dyslexiques il faut, si vous connaissez les 3 déficits au début de l'apprentissage de la lecture, prendre en compte les 3 simultanément explique mieux la grosse variabilité de 500 dyslexiques dans cette cohorte que si vous prenez en compte simplement un seul des déficits, parce que l'argument peut être qu'il n'y a qu'un déficit phonologique au départ et le reste, c'est cascade, hein, c'est des conséquences d'un déficit initial. Le modèle montre il vaut mieux connaître les différents déficits sous-jacents, donc visuo-attentionnel, phonologique et transmodal, donc cross-modal, pour expliquer toute la variabilité dans les symptômes des enfants dyslexiques. Donc, quels sont, donc, du coup, à partir de ce constat clinique et scientifique, quels sont les objectifs du protocole? Et là, nos efforts se rejoignent tous, hein, donc c'est assez agréable de voir que maintenant les chercheurs qui ont beaucoup fait la recherche fondamentale maintenant s'intéressent au transfert. Donc l'objectif, c'est développer un protocole, tester un protocole de rémédiation qui traite les 3 déficits sous-jacents, intensifier la rémédiation, donc dépasser les séances 1 fois par semaine, personnaliser les interventions, ça a été dit également, passer à l'échelle, ça vient d'être dit par Sylviane, donc être capable de proposer des protocoles qui peuvent directement être utilisés
par les enfants, par les parents et les orthophonistes, sans qu'il y ait des équipes d'assistants de recherche et les chercheurs qui mènent les expérimentations qui s'arrêtent très souvent au moment où l'expérimentation s'arrête. Donc, comment tout ça donc, du coup, l'idée capitale de Karine, sa thèse, c'était proposer un entraînement intense qui s'appuie sur à la fois des outils numériques. Ça permet de plus cibler des fonctions cognitives, parce que ça c'est assez difficile sans les outils, et les parents, ce qui permet du coup intensifier, de passer à plusieurs séances par semaine. Et tout ça orchestré, supervisé par l'orthophoniste, ce qui permet d'être dans des conditions écologiquement valables, parce que les orthophonistes proposent le protocole dans la prise en charge classique. Donc à quoi ça ressemble? Beaucoup ont déjà vu différentes présentations. Donc il y a trois phases, trois composantes, donc une intervention visio-attentionnelle, audio-phonologique, donc phonologique, et orthophonologique. On utilise Vilogiciel pour entraîner les différentes fonctions, plus les entraînements avec les parents. Donc, pour vous donner des idées, je vais vite parce que j'ai que 15 minutes. Dans l'intervention visio-attentionnelle, vous avez, donc j'ai entendu de Sylviane, on utilise des logiciels comme Maeva, Switchy Video pour l'attention visuelle globale locale, ou la LOH pour plus globalement des fonctions exécutives dans des jeux de vidéo de l'équipe de Angela Pascaletto. Plus des exercices avec les parents qui ciblent dans ce module la mémoire orthographique. Sur l'intervention audio-phonologique, on entraîne la perception catégorielle, la mémoire sérielle phonologique et la dénomination rapide, les trois domaines phonologiques classiques. Plus, avec les parents, des exercices de fusion et de segmentation phonémique, donc phonics, assez classiques. Dans l'intervention phono-orthographique, on utilise Graphogame, qui est un logiciel qui met en lien les phonèmes des syllabes, des mots auditifs avec les correspondants orthographiques et automatise ce processus-là. En plus, de nouveau, avec les parents, des entraînements à l'affluence. D'accord ? Donc, dans la première phase, on voulait faire un proof of concept, donc une étude de faisabilité pour montrer que le concept peut marcher. Donc, utiliser des logiciels avec les parents orchestrés par des orthophonistes peut fonctionner. Et on a fait ça auprès de 144 enfants pendant le Covid. Il y avait 94 orthophonistes impliqués et certains sont dans la salle et je vais les remercier à la fin. Le protocole a été préenregistré et il est disponible avant même de faire de l'étude. Et en dessous, vous voyez les différents partenaires qui ont contribué et financé cette étude. Cette étude-là est assez simple, donc on travaille sans groupe contrôle. Donc il y a une première phase où les enfants sont recrutés chez l'orthophoniste et il y a une phase de ligne de base pré-intervention. C'est-à-dire ils vont voir pendant 2 mois l'orthophoniste une fois par semaine et au début de cette phase, il y a un premier test et après un deuxième post-test qui finit cette phase, donc prise en charge, rémédiation conventionnelle classique, une fois par semaine pendant 2 mois. Et après, les entraînements commencent. Donc les entraînements commencent, c'est-à-dire on entraîne d'abord, il y a 2 groupes, simplement dans un groupe on commence par le visio-attentionnel, dans l'autre groupe on commence par l'audio-phonologique, sinon c'est les mêmes entraînements. Donc pendant 2 mois, ils vont suivre donc cet entraînement-là. Les groupes sont inversés. Le visio-attentionnel bascule sur l'audio-phonologique, audio-phonologique sur le visio-attentionnel. 2 mois, il y a de nouveau un post-test T4. On passe à Graphogame de T4 à T5. 2 mois. Donc en total, ça fait 6 mois d'intervention, 5 fois par minute, et tous les 2 mois, il y a un post-test pour évaluer les progrès sur différentes variables comme l'affluence, comme l'orthographe, comme la compréhension. Et à la dernière phase, il y a, on arrête les interventions intenses avec les logiciels et les parents, et de nouveau, l'enfant va voir l'orthophoniste 2 fois par semaine, c'est la phase post-intervention. Donc, à quoi ressemblent les résultats? Donc là, vous avez les 2 groupes, simplement l'ordre est différent. Audiophonologique d'abord en bleu, visio-attentionnel d'abord en jaune.
T1, T2, je vous rappelle, c'est l'intervention conventionnelle une fois par semaine. Il y a quelques progrès significatifs qui ne sont pas énormes, mais bon, il ne s'agit que 2 mois conventionnels, donc c'est 6 séances chez l'orthophoniste. La variable dépendante ici, c'est les tests fluence, qui n'étaient pas directement entraînés par ces logiciels. Il y a 3 tests fluence, Alouette, Delta Text et Penguin Mouette, qui sont ici regroupés. D'accord. Après, les interventions commencent. Et là, donc, vous voyez, voilà. Dès que les interventions commencent, les performances en troisième post-test s'envolent. Donc, vous avez les deux sans meilleure influence après les premiers 2 mois, que ce soit visuo-attentionnel ou audiophonologique, avec un léger avantage, l'interaction est significative, pour le groupe qui a commencé avec le visuo-attentionnel et qui va poursuivre avec l'audiophonologique. D'ailleurs, c'est ce groupe orange. Donc, quand le groupe commence avec les visuo-attentionnels et poursuit avec l'audiophonologique, ces gains sont maintenus au-dessus de l'autre groupe. Mais tous les 2 groupes progressent. On arrête l'intervention, on est ici, et intervention intensive, et le progrès s'arrête. Par contre, les enfants ne perdent pas, c'est-à-dire le niveau est stabilisé. Donc là, ce que je vous montre, c'est chaque intervention par rapport à ce groupe contrôle. On va chercher l'interaction. Est-ce que l'intervention spécifique apporte quelque chose par rapport à la ligne de base? Et vous voyez en bleu, audiophonologique, c'est significativement supérieur, visuo-attentionnel et orthophonologique. Puis pré-post, donc post-intervention, non. Vous pouvez calculer des tailles d'effet par rapport à la ligne de base, non pas par rapport à un groupe contrôle, et vous avez en lecture, orthographe et compréhension, sur ces 6 mois par rapport à 2 mois, je prends toutes les prudences quand je présente les résultats, 60% des écarts types par rapport à la ligne de base sur cette intervention. Comme je viens de dire, évidemment, il n'y a pas de groupe contrôle. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez regarder par rapport aux normes. Donc, vous prenez un test standardisé, ici Delta Text, et vous regardez par rapport aux normes, qui sont d'une certaine façon un groupe contrôle. Et donc, vous avez sur le T1, le groupe en rouge, c'est 76% d'élèves qui sont dans le groupe le plus faible, en dessous de 7 percentiles. Et vous voyez, à la fin de l'entraînement, à T6, les 76% sont réduits à 26%. Donc il y a 50% d'élèves qui ne sont plus dans le dernier percentile par rapport aux normes, et le groupe vert a augmenté, ce sont ceux qui sont dans le percentile normal. Donc du coup, cette première étude montre qu'il y a une validité écologique et clinique, donc on est capable de mettre en place ce protocole qui améliore les compétences en lecture, améliore les compétences en orthographe, et 52% sont normalisés. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de groupe contrôle, donc on voulait faire mieux, et surtout on confond beaucoup de choses. Donc à la fois c'est l'intensité, à la fois c'est le logiciel, à la fois c'est les parents. Parce que dans cette étude-là, on ne voulait pas montrer les causes qui sont connues, mais on cherchait l'impact. Néanmoins, c'est évidemment intéressant de dire mais quelle est la contribution de chacun de ces mécanismes, quelle est la contribution de l'intensité, quelle est la contribution des logiciels et des parents. Donc du coup, c'est quelque chose qu'on fait actuellement, et je peux vous montrer les premiers résultats. C'est un RCT à 5 bras. Le premier, donc c'est le groupe contrôle classique, donc c'est une fois par semaine l'orthophoniste. Après, le groupe 4, c'est plus intense, mais sans logiciel, c'est simplement avec les parents. Donc, on augmente l'intensité avec les parents 5 fois par semaine avec les exercices classiques. Le troisième groupe, c'est intense, sans les parents, uniquement avec les logiciels. Le deuxième groupe, c'est les logiciels plus les parents, mais ils suivent tous le même ordre, il n'y a aucune adaptation. Et le dernier groupe, le Graal, c'est les parents, les logiciels, et tout est adapté sur le déficit des élèves, des patients. Et voilà, donc du coup, ça commence à se remplir grâce à nos 300 orthophonistes qui participent et aux 400 enfants. Donc, on vise 80 enfants par groupe. Là, vous voyez, on n'est pas encore totalement... Bon, l'inclusion est terminée, mais les entraînements sont en cours. On est à peu près à 70 au premier moment. Donc, je peux vous montrer les premiers temps T1, T2, T3.
Et vous voyez donc très rapidement en bleu, c'est notre meilleur groupe. C'est le groupe qui bénéficie de l'entraînement intense avec parents logiciels adaptés au déficit. Quand je dis adaptés au déficit, c'est-à-dire sont entraînés. Lorsqu'il n'y a pas de déficit sur l'empan, par exemple, on ne leur donne pas Maeva. S'il n'y a pas de déficit sur le global local, ils n'ont pas Switch Video, mais ils ont les autres entraînements. Donc c'est ça l'adaptation. Par contre, l'ordre suit. On commence toujours par le visio attentionnel. Voilà. Et donc vous voyez les autres groupes, les jaunes et les jaunes et les verts. Donc les verts, c'est avec logiciel, mais un ordre fixe. Les jaunes, c'est uniquement les logiciels. Pour l'instant, ça produit, les deux produisent des effets. En gris clair, c'est uniquement les parents, sans les logiciels. Ça semble être en dessous, mais dans les effectifs ne sont pas assez importants, donc ça c'est ce groupe-là. Et le conventionnel, une fois par semaine, est en dessous. D'ailleurs, le même pattern est observé, j'ai presque fini. Ça c'est des tests individuels. Encore une fois, c'est des tests fluence, ce ne sont pas directement, sauf sur un exercice directement entraîné, Alouette, Delta Text. Donc vous voyez grosso modo le même pattern, hein, donc ce n'est pas juste sur un texte. Voilà des résultats à venir. Je conclus. Donc, c'est des résultats quand même assez prometteurs parce que la seconde étude confirme la première. La première aurait suffi sur le plan clinique. La deuxième montre que les différents ingrédients sont importants et globalement, on maintient une bonne efficacité de l'intervention. L'intensité est importante. Mais l'entraînement des déficits sous-jacents produit des effets supérieurs au simple fait d'intensifier avec les exercices classiques. Donc c'est quand même un résultat assez important. Et il semble, mais bon, il faut attendre la fin de l'étude, qu'adapter les entraînements au déficit des enfants produit encore des meilleurs résultats. Et encore une fois, là-dessus, l'adaptation est un peu minimaliste. Hein, c'est pas non plus tout est adapté. Donc on peut faire encore beaucoup mieux dans l'adaptation de l'intervention par rapport au déficit des enfants. Mais rien que là, donc ça ne nécessite pas non plus une batterie énorme, on teste toutes les composantes, donc tout le monde suit le visio attentionnel, on adapte juste par rapport au déficit sur les 3 épreuves qu'on teste. Donc ce n'est pas non plus monstrueux comme pré-test pour mettre en place les adaptations, hein, pour dire ça. Ce qui m'a plu et pourquoi j'ai joint l'équipe il y a quelques années, c'est cette validité écologique d'avoir quelque chose qui, si ça marche, peut être déployé dans un contexte écologique directement, sans les chercheurs, avec des produits qui sont disponibles, grosso modo, qui sont pas, c'est des produits de la recherche, c'est pas non plus, ils sont pas fantastiques, on peut faire beaucoup mieux, mais l'avantage, ils existent, ils sont déployables et ils montrent leur efficacité. Et j'aime bien aussi le fait qu'on massifie un peu, c'est-à-dire là, on tape large, on cherche vraiment à maximiser l'impact. C'est sûr que là, on ne cherche pas une chapelle ou une direction à montrer qu'avec un seul... Là, on cible large. Peut-être on se rate parce que les tests ne sont pas toujours parfaits. Peut-être on donne un entraînement trop. Mais néanmoins, ça montre que dans la globalité, les nouvelles sont quand même plutôt bonnes parce que ce sont des enfants qui arrivent chez l'orthophoniste et on arrive à remédier pour 50% après cette intervention. D'ailleurs, la deuxième, elle est plus courte que la première. Et bon, on vous présentera les tailles d'effet une fois c'est fini. Donc, je remercie les financeurs pour nous avoir fait confiance dans cette démarche. Et surtout, donc, des orthophonistes de la première étude, et certains vont se reconnaître, je ne peux pas laisser éternellement la liste des noms. La première étude, la deuxième étude. Ah, vous vous reconnaissez? Ouais. Ah, c'est pas fini. Et la deuxième étude. Et très franchement, donc, merci à eux. Ils ne sont pas payés pour le faire. Ils nous ont entendus à des colloques présenter le protocole. Ils avaient envie de le tester avec leurs patients. Ils avaient envie de jouer le jeu
avec les différents groupes, de dire on évalue une méthode et pas les orthophonistes, parce que parfois c'était délicat pour eux de dire mais non, comment je justifie maintenant qu'il y a une super ressource, mais maintenant ils avaient tous compris que c'était important de passer par cette phase-là où on teste l'efficacité et on joue le jeu à évaluer un protocole et pas l'efficacité de l'orthophoniste. Et encore une fois, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jo, et bravo. Bravo pour cet effort collaboratif impressionnant. Alors, bon, avant de donner la parole à la salle, juste, je voudrais faire une petite remarque, c'est que les choses ont beaucoup évolué, vous serez tous d'accord, entre ce qu'on disait il y a 20 ans et ce qu'on dit aujourd'hui autour de ce thème-là. Et je remarque en particulier, avec bonheur, le transfert des connaissances fondamentales, de la recherche fondamentale, vers les deux directions qui ont été illustrées aujourd'hui, celle de la prévention d'une part et celle de la thérapie d'autre part. Moi, je suis assez fasciné par le changement des concepts, l'évolution des concepts et surtout l'application de ces concepts à la pratique et donc au bénéfice des enfants qui vont bénéficier.